Entre-temps, une autre voix s'est fait entendre, en Belgique cette fois. C'est la voix d'un homme au destin exceptionnel. Il s'appelle Paul Panda Farnana. Enfant, il avait été petit boy au service d'un militaire belge. C'est alors que son destin avait basculé. Son protecteur rentre en Belgique et décide de l'emmener. Là, Paul Panda est adopté et il fait des études brillantes. Il décroche même un diplôme d'ingénieur agronome. Pendant la guerre, il s'engage dans le corps des volontaires congolais. Il se bat contre les Allemands à Namur. Il est fait prisonnier. En Allemagne, on l'exhibe en spectacle, comme un animal dans un parc zoologique. Une humiliation qu'il n'oubliera jamais. À la fin de la guerre, Paul Panda est de retour à Bruxelles. Suite au refus de la Belgique d'accorder une pension aux vétérans congolais, il fonde avec quelques amis l'Union congolaise et il en devient le porte-parole. Nous n'étions pas les seuls à penser qu'il fallait œuvrer au développement moral et intellectuel d'une élite congolaise. Nous étions soutenus par plusieurs personnalités, dont le leader socialiste Émile van der Velde. Ensemble, nous avons créé une école pour Congolais à Charleroi. Nous voulions montrer que nous étions capables de collaborer avec les Blancs, mais qu'il fallait qu'ils nous associent peu à peu à la gestion du pays. Quelques mois plus tard, à Bruxelles, Paul Panda participe au premier congrès colonial qui se tient dans la salle des séances au Sénat. C'est un peu un congrès de propagande. L'administration veut intéresser davantage les Belges à leur colonie, susciter les vocations. Paul Panda est le seul noir qui était invité à s'exprimer. Messieurs, puisque la colonisation s'adresse aux Noirs, il est juste que vous écoutiez leur voix. Les Blancs dirigent et ils dirigent seuls. Ils doivent s'appuyer davantage sur les Congolais. Nous sommes prêts à apprendre et à collaborer. Mais il faut pour cela développer l'instruction, créer des écoles, investir dans l'éducation. Les Congolais, messieurs, veulent participer avec vous à l'édification de leur pays. Car c'est bien notre pays. Nous sommes maîtres de notre terre. Enfin, monsieur, il faut rappeler que de nombreux abus ont été commis au Congo. Et ils sont commis encore. Il faut y mettre fin, il faut en finir. Surtout avec le travail forcé, indigne, d'une nation telle que la Belgique. Paul Panda n'est pas compris. On se méfie de ce noir à la langue trop bien pendue. La presse conservatrice pense qu'il exagère. Elle va bientôt lancer contre lui une campagne de dénigrement. J'ai été très déçu par ces réactions. Mais j'ai continué à réfléchir. Je me suis rapproché du mouvement panafricaniste de Webb Du Bois. C'était un noir américain très impressionnant. Il prenait le retour de la diaspora noire dans une Afrique libre. J'ai participé à ses côtés à une conférence panafricaine qui s'est tenue à Bruxelles. Là, j'ai rencontré des intellectuels noirs et blancs qui m'ont ouvert les yeux. J'ai réalisé que le Congo devait retrouver son indépendance, revenir à ses traditions. Paul Panda écrit encore des articles sur son pays, son histoire et sa culture. Mais il n'aura pas le temps de mettre ses idées en œuvre. Il meurt quelques années plus tard dans des circonstances mystérieuses. Le gouverneur général tire alors une étrange conclusion de ce que fut la vie de Paul Panda. Il interdit désormais aux agents belges rentrant en congé d'amener en Belgique des Noirs avec eux. En somme, pas d'élite, pas de problème. L'ordre colonial continue sur sa lancée. Les Blancs au-dessus, les Noirs en dessous. Les témoignages dénonçant le travail forcé ne cessent pourtant d'affluer en Belgique. Le monde politique ne peut plus fermer les yeux. À Bruxelles, le député socialiste Émile van der Velde monte à la tribune de la Chambre pour exiger une commission d'enquête. Une de plus. Pierre Reckmans en fait partie. Ce haut fonctionnaire est alors âgé d'une quarantaine d'années. Il connaît bien l'Afrique centrale, où il a combattu pendant la guerre. Et il l'aime passionnément. Avec cette mission, nous avons pu découvrir l'envers du décor. Nous avions l'impression de pénétrer au cœur même des ténèbres. Au Kasaï,
J'ai vu les Noirs qui travaillaient à recueillir l'huile de palme pour le compte des grandes sociétés. Le tableau était saisissant. Et c'est alors que j'ai rencontré le père Van Huyck. J'ai fait comprendre à Pierre Ekmans qu'il y avait un sérieux problème. Les sociétés qui pratiquaient le travail forcé ne tenaient aucun compte des règles et des quotas. Dans les villages, il n'y avait plus que des femmes, des enfants et des vieillards. L'exode rural déracinait les gens. Il disloquait les communautés. Il ruinait l'autorité des chefs coutumiers. Tous les rouages de l'administration étaient compromis dans le travail forcé. Il fallait en finir. Mais la mission n'a pas débouché sur grand-chose. Il a fallu attendre encore 20 ans pour que le travail forcé prenne fin. En Belgique, au temple de la bourse, les conditions de travail des Noirs importent peu, tant que les chiffres sont bons. La croissance économique des années 20 encourage les métropoles occidentales à intensifier les relations commerciales avec leurs colonies, qui offrent de nouveaux débouchés. Avec la crise économique mondiale de 1929, les grandes puissances, par réflexe protectionniste, se replient sur leurs empires coloniaux. Le Congo devient pour la Belgique une source inestimable de revenus. Les actions de l'Union minière ne cessent de grimper. La filiale de la Société Générale est devenue un État dans l'État, riche, puissante, incontournable. Ses dirigeants décident de tout, même si la plupart n'ont jamais mis les pieds au Congo. En 1932, le romancier Georges Simenon visite le Congo pour le compte d'un journal français. Il est le témoin du climat de tension sourde entre blancs et noirs. Simenon conclut son reportage par ces mots. « Vous croyez que l'Afrique vous parle, qu'elle vous appelle, que nègres et négresses vous tendent les bras? L'Afrique, croyez-moi, elle vous dit merde. » L'observation du romancier va s'avérer particulièrement prémonitoire. Car si début des années 30, le Congo semble encore calme, ce n'est qu'une illusion trompeuse. Les regards se croisent, les langues se délient, les esprits s'échauffent. La tempête couve, inéluctable. Elle va bientôt prendre tout le monde de court et s'apprête à renverser un régime colonial bien plus fragile qu'il n'y paraît. Une nouvelle tempête s'apprête donc à éclater. Dans un instant, la seconde partie de notre documentaire consacrée au Congo